maintenant on va passer à une autre cause des céphalées aiguës. Il s'agit de l'hypertension intracrânienne avec Mohamed Dezrat. Alors la parole est à toi, c'est Mohamed. D'accord, donc l'hypertension intracrânienne est un grand chapitre donc, qui inclut plusieurs étiologies qu'on doit évoquer donc, selon le contexte clinique du patient. Elle est par définition une augmentation de la pression dans le crâne au-delà de 15 mm de mercure donc, et qui dure dans le temps. Donc si on veut parler un peu du mécanisme physiopathologique, donc, dans le crâne, on a trois compartiments. Il y a le compartiment vasculaire qui, par vasodilatation due à un défaut d'autorégulation, on peut avoir donc, une augmentation de la pression au sein du système du crâne. Soit donc, on a le deuxième compartiment, c'est le parenchyme cérébral. Et là, si on a un processus expansif, un abcès, un hématome, donc un œdème, on peut donc avoir une augmentation de cette pression. Et donc le troisième compartiment, c'est le liquide céphalo-rachidien. Ce liquide donc, peut augmenter suite soit à un obstacle, ce qu'on appelle l'hydrocéphalie obstructive, dû donc à une compression des cavités ventriculaires par un processus expansif adjacent, soit elle est non obstructive, dû par exemple à l'hémorragie méningée ou les syndromes inflammatoires méningés qui empêchent le liquide céphalorachidien de se résorber. Soit donc par hypersécrétion, c'est un mécanisme plus rare, par exemple dans le cas des papillons, des papillons des plexus choroïdes. Donc le patient qui a une HTIC, il vient consulter donc, pour des symptômes comme donc, la céphalée, qui est notre maître symptôme. La céphalée, elle est typiquement frontale ou frontorbitaire ou occipitale et survient surtout la nuit et d'aggravation progressive sur l'intervalle de quelques semaines. Et généralement, il est rebelle aux antalgiques, surtout dans les formes évoluées, et ces acmés de céphalée sont calmés par des vomissements. Donc on parle du deuxième symptôme qui est le vomissement, qui sont des vomissements en jet, sans nausée. Le troisième symptôme essentiel donc, à rechercher, c'est les troubles visuels. Généralement, on a des diplopies. Donc, les diplopies par atteinte le plus souvent de la sixième paire crânienne sans valeur localisatrice, ou donc plus rarement par atteinte de la troisième paire crânienne. Le plus souvent, le patient vient donc pour des éclipses visuelles intermittentes, rarement pour une baisse de l'acuité visuelle. Si on fait un fond d'œil, on trouve un papillon, un œdème papillaire, et donc la complication redoutable, c'est l'évolution vers l'atrophie du nerf optique. Alors, juste cliniquement, c'est Mohamed, est-ce qu'on peut différencier entre un syndrome d'HTIC et un syndrome méningé? Donc, déjà, le syndrome donc, méningé, il y a les signes cliniques donc, du syndrome méningé, donc le trépied méningétique, avec donc, les signes physiques à l'examen, la raideur méningée et le syndrome fébrile. Donc, il y a une marge de confusion lorsqu'on a par exemple donc, de la fièvre associée à l'STIC, qui peut être due par exemple donc, à un abcès cérébral. Donc là, on arrive difficilement, donc, à faire la différence de l'intérêt de l'imagerie. Donc parce qu'un syndrome méningé peut ne pas s'associer donc, à une raideur méningée. Donc c'est pas quelque chose de systématique. Est-ce qu'on peut éliminer une HTIC par un fond d'œil normal? Donc un fond d'œil normal n'élimine pas une HTIC. Déjà, l'installation de l'œdème papillaire prend du temps, donc ça prend quelques jours à quelques semaines donc, pour s'installer. Et donc son installation dure dans le temps, et donc tant que le volume de l'œdème augmente, il y a donc une ischémie qui s'installe et qui risque donc de compromettre la viabilité du nerf optique. Donc il y a d'autres signes cliniques, donc on a parlé des céphalées, des vomissements, des troubles visuels, donc ce sont les signes principaux. Il y a aussi donc les acouphènes, type de bourdonnement par exemple, ou des troubles psychiques, par exemple l'irritabilité, ou les modifications du caractère, ou des difficultés scolaires, donc surtout donc pour l'enfant en âge de scolarité. Si donc l'HTIC décompense, donc ça veut dire si on a une décompensation, il y a d'autres signes à rechercher. Donc parmi ces signes, c'est donc les crises anoxo-ischémiques. Donc les crises anoxo-ischémiques, donc l'asthénie intense
il y a des troubles respiratoires. Plus rarement, donc, il peut s'y associer donc, une bradycardie et on a des trémulations des 4 membres inférieurs. Il y a les autres signes donc, qui traduisent l'engagement. Donc l'engagement, on sait que l'augmentation de la pression artérielle, plutôt de la pression intracrânienne, on peut engager le parenchyme cérébral, soit à travers le foramen magnum, par exemple donc les amygdales, donc l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum, soit donc un engagement central, soit donc un engagement donc, du diencéphale, soit un engagement temporal. Donc là, on a des troubles, l'association de troubles de vigilance, de réactions motrices et de troubles non végétatifs, donc de degrés divers. Donc si on passe si on veut confirmer donc l'HTIC, donc on doit mesurer donc la pression intracrânienne. Et cette pression ne se mesure pas donc systématiquement. On demande une TDM cérébrale en premier lieu, et c'est surtout donc à visée étiologique. Donc il peut montrer un processus expansif intracérébral ou donc un œdème périlésionnel, soit encéphalique, soit dans la fosse cérébrale postérieure, soit donc les signes d'engagement, par exemple la déviation de la ligne médiane, etc. Donc il y a d'autres examens complémentaires qui sont moins importants, par exemple l'IRM, elle ne fait pas partie du bilan standard donc de l'HTIC, mais donc si on l'a fait, donc elle est meilleure dans la visualisation des lésions ischémiques et des lésions anoxiques. Par rapport à Mohamed, donc quels sont les signes de pré-engagement? Donc les signes de pré-engagement, donc on cherche surtout donc une diplopie, voilà, les troubles neurovégétatifs, il y a la bradycardie, donc les potentiels orthostatiques, voilà, l'hypertension artérielle et l'hypotension orthostatique, donc surtout les troubles. Voilà, donc les troubles de vigilance, donc allant de la simple confusion jusqu'au coma. Donc devant donc ces symptômes, donc les troubles également, donc si on a un flash du visage, donc qui traduit donc les modifications vasomotrices, donc là il faut penser à l'engagement. Il y a donc d'autres examens comme j'ai dit, donc il y a par exemple donc l'EEG c'est surtout donc à demander si on a donc des crises anoxo-ischémiques pour la différencier de la comitialité. Et donc si on parle donc un peu des étiologies, donc si on veut les catégoriser, donc il y a les étiologies vasculaires, par exemple l'AVC ischémique étendu, par exemple l'hémorragie méningée, la thrombophlébite cérébrale, l'œdème cérébroméningé. Il y a aussi donc la catégorie des affections infectieuses, par exemple l'abcès cérébral, par exemple les encéphalites, surtout l'encéphalite herpétique chez l'enfant. Oui, donc il y a les lésions, par exemple de la toxoplasmose donc compliquées, et il y a les méningites, certaines méningites bactériennes chez le nourrisson par cloisonnement, donc tu en as déjà parlé, par cloisonnement méningé. Il y a aussi donc la partie traumatisme, donc les traumatismes crâniens graves s'accompagnent d'une HTIC donc le plus souvent par plusieurs mécanismes, donc soit par un hématome extradural ou sous-dural ou par une hémorragie méningée ou donc par donc un infractus ou donc des troubles de la circulation du liquide céphalorachidien. Il y a aussi donc la catégorie des tumeurs donc intracrâniennes, surtout donc les tumeurs gliales et les tumeurs donc de la fosse cérébrale postérieure, donc qui entrent en conflit avec le quatrième ventricule. Donc ils donnent typiquement et rapidement un syndrome donc d'HTIC. Il y a aussi donc les méningiomes et les métastases, donc plus rarement. Il y a aussi donc l'HTIC bénigne qui est un diagnostic d'élimination et qui donne des signes purement visuels. Donc pour traiter, il faut toujours donc rechercher l'étiologie. Donc on traite l'étiologie, donc soit l'évacuation d'un hématome, l'exérèse d'une tumeur, le traitement donc d'un abcès, etc. Donc il y a donc le volet étiologique et le volet symptomatique. Le volet symptomatique, il y a donc deux types de traitements, le traitement médical et le traitement chirurgical, rarement sollicité. Donc le traitement médical comporte surtout donc le traitement de première intention, c'est le magnétol. Donc par son effet osmotique, elle entraîne donc
un échappement du liquide vers donc, du liquide du secteur extravasculaire vers le secteur vasculaire. Donc, on utilise le mannitol 25%, donc à une dose de 0,5 à 1,5 g par kilo, donc à répéter toutes les 4 à 6 heures. Et donc, puisqu'il a des effets hydroélectrolytiques, donc il faut surveiller donc, le bilan hydroélectrolytique. Il y a également donc, le furosemide. Donc, le furosemide, on peut l'administrer à une dose de 40 à 80 mg, ça veut dire 1 ou 2 ampoules par 4 à 6 heures, si on veut un effet synergique avec le mannitol. Il y a également donc, la position proclive que le patient doit adopter, donc position de 30 degrés. Et donc, si on a un STIC bénin, donc on peut utiliser le Diamox, donc l'acétazolamine. L'inhibiteur de l'anidrase carbonique. Voilà, l'inhibiteur de l'anidrase carbonique. Qui réduit l'expression du liquide céphalorrachique. Voilà, si jamais donc la TDM montre une hydrocéphalie, donc à drainer en urgence, donc là on peut faire une dérivation chirurgicale, dérivation du liquide céphalorachidien, donc une dérivation externe, et on peut donc avoir recours à d'autres traitements plus spécialisés, par exemple la craniectomie décompressive. Et donc après donc, le traitement, il faut toujours surveiller les données cliniques du patient, les paramètres cliniques, à savoir la tension artérielle, donc l'état des pupilles, donc on cherche les signes de pré-engagement. La fréquence cardiaque également, donc la recherche d'une bradycardie, etc. Et les troubles donc, de conscience. Et donc on surveille donc, par la suite par la TDM.